Interpellé à l'Assemblée nationale par le groupe Lyot, François Bayrou promet d'abolir le Code noir, un texte qui n'a plus d'existence légale depuis l'abolition de l'esclavage en 1848. Geste mémoriel, symbolique ou politique, on en parle ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin sur France 5. Le Premier ministre l'assure, il ignorait totalement cette réalité juridique. Le Code noir, jamais aboli, alors même que l'esclavage l'est depuis 177 ans. On tentera de comprendre ce que peut changer l'abrogation promise. Escale également à La Réunion afin de découvrir le moringue, art martial hérité de l'esclavage. Et puis on terminera avec cette photo, hommage à Saartjie Baartman. Je vous raconte tout dans moins d'une demi-heure. Le Premier ministre François Bayrou annonce donc une loi afin de prochainement abroger le Code noir. Le Code noir, recueil de lois et de règles publié en 1685, auquel étaient soumis les esclaves des colonies françaises. Alors en pratique, il n'a plus le moindre poids juridique. Les très nombreux châtiments qu'il autorisait, voire encourageait, n'ont plus cours au regard de la loi. Mais le Code noir n'a pour autant jamais été officiellement aboli. Que changera donc cette abrogation si elle est votée? Qu'en attendent les populations des anciennes colonies françaises? On va bien sûr en discuter dans un instant avec nos invités. Corinne Narassiguin, sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis, et la politologue Françoise Vergès. D'abord ce reportage signé Roberto Garçon, Atab Matsoura et Gaël Oassim. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est au départ une prise de parole par le député Lyot, Laurent Pagny-Fous, qui fait ressortir le Code noir de l'histoire. Le 13 mai dernier, il interpelle le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. En ce mois de commémoration des victimes de l'esclavage, je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de la Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe Lyot, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement. Le Code noir n'aurait jamais été abrogé officiellement. La séquence est alors vite reprise dans les médias. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le Code noir bouscule l'actualité aujourd'hui, mais c'est un texte vieux de 350 ans. C'est d'abord une ordonnance royale appliquée dès mars 1685 et portée par Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, puis son fils, le marquis de Seignelay. Il a pour but de réglementer la vie des esclaves et des maîtres dans les colonies françaises. L'édit de 1685 uniformise le droit de l'esclavage, jusque-là régi par des règles locales disparates. Dans le Code noir, on voit inscrit officiellement l'autorisation du châtiment corporel ou encore la définition de l'esclave comme un bien meuble. L'ensemble de ces règles resteront en pratique jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais pour Frédéric Régent, historien universitaire spécialiste de l'histoire de l'esclavage, l'importance de ce texte est à nuancer. L'esclavage n'est pas autorisé sur le sol français, mais cet édit légalise une pratique qui existe déjà depuis plus de 60 ans. Il n'est pas évident que les esclaves en aient vraiment eu connaissance et que les maîtres, de la même manière, le connaissent. Mais c'est vrai que c'est un texte qui a depuis une quarantaine d'années, a une très forte force symbolique. Une symbolique qui résiste et résonne particulièrement ce 10 juin en Guyane. En ce jour de commémoration de l'abolition, la mémoire de l'esclavage est encore bien vivante. Dans les rues de Cayenne, la troupe du Théâtre de l'Universel récite ses airs et réveille le passé. La négritude n'est pas une pierre. La négritude n'est pas une tête morte sur le mort de la terre. À une certaine époque, effectivement, on nous a qualifiés de bien meubles. Et du coup, c'était important de remettre ça dans la mémoire des personnes pour que plus jamais que ça ne recommence. Les torches de résine ouvrent la marche dans la nuit du marronnage. Nous sommes à moins de 200 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, à l'échelle d'un homme, ça paraît long, mais à l'échelle d'une humanité, nous sommes vraiment au sortir de l'esclavage. Donc c'est encore très présent dans la société.
Organisée par la Fédération des arts traditionnels créoles guyanais, cette marche traverse Cayenne du Vieux-Port jusqu'à la place des Chênes brisés. Chants traditionnels, performances, la résilience de la population guyanaise est mise à l'honneur. Pour beaucoup, le Code noir n'est pas simplement une relique administrative, il constitue les vestiges d'un passé esclavagiste. On se sent en danger un petit peu quand même. Hein. C'est ce qui autorisait le fait que, en tant que Noirs, en tout cas, on soit traités comme des objets. C'est quand même choquant. Ça me laisse assez interrogatif. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mesure du gouvernement? Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Mais alors, comment expliquer que ce code noir n'ait jamais été abrogé? Selon Frédéric Régent, cette question est un non-sujet. À partir du moment où l'esclavage est aboli, le Code noir est aboli de fait. Il y a toute une série de lois qui n'ont pas été abrogées. Lorsqu'on met en place la Déclaration des droits de l'homme, la première Constitution, vous voyez, le Code de procédure criminelle de 1670, il n'a pas été abrogé en tant que tel. Mais toutes les dispositions qui étaient à l'intérieur, notamment la torture, ont été supprimées. Donc il a été supprimé de fait déjà. Mais ce point de vue est loin de convaincre Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe et ancien ministre des Outre-mer sous François Hollande. Le parlementaire élabore une proposition de loi pour abroger le Code noir et les autres textes coloniaux ayant régi l'esclavage. La plupart des historiens vous disent non, nous, on estime, après analyse du droit colonial, que ces textes-là sont tacitement abrogés et que ça ne nécessite pas une abrogation formelle et donc explicite. C'est ce que nous défendons, nous, en disant, au-delà des analyses juridiques qui ont leur sens et leur logique, voire leur cohérence, nous, en politique, en philosophie, en symbolisme, il faut abroger formellement. Moi, ça me dérange que ça dorme. Je veux que ça disparaisse. Au-delà de l'abrogation, le sénateur veut créer un comité qualifié chargé d'évaluer les préjudices subis. Il faut aller plus loin. Il faut donc des réparations. Il ne s'agit pas d'une repentance, ni un chercheur qui a tenu le fouet et qui l'a subi. Au contraire, c'est une réconciliation, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans l'affaire. La question de la réparation risque de provoquer de nombreux débats. Après l'abolition, seuls les anciens propriétaires d'esclaves ont été indemnisés. En juillet 2023, plusieurs associations et particuliers entiers avaient saisi la justice pour préjudice transgénérationnel. Mais leur demande avait été rejetée par la Cour de cassation. Qu'en disent nos invités? Bonjour Corinne Narassiguin, vous êtes sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis. D'abord, votre réaction à cette annonce du Premier ministre d'une loi à venir pour abroger le Code noir. Oui, c'est une bonne chose parce que il y a des symboles, et Victorin Lurel vient de le dire, il y a des symboles qui sont importants, même si bien sûr le Code noir ne peut plus être en application à partir du moment où l'esclavage est aboli et qu'on n'y reviendra pas. Le fait que ces textes soient encore dans les textes de loi, même s'ils sont devenus inapplicables, c'est aussi le signe que on a voulu mettre sous le tapis, ne pas affronter ce qu'est la réalité de notre histoire, et le fait de faire ce geste-là, c'est important, c'est bien que le gouvernement prenne ses responsabilités à partir d'initiatives parlementaires, parce qu'en réalité, il réagit à des initiatives parlementaires. Le PS votera cette loi si elle est présentée? Oui, bien sûr. Bien sûr. Également avec nous la politologue Françoise Vergès. Bonjour, merci de nous accompagner. Même question pour vous. Quel regard portez-vous sur cette annonce de François Bayrou? Déjà, je trouve ça symptomatique que le Premier ministre reconnaisse qu'il ne connaissait pas, qu'il était ignorant de cette affaire. Je trouve ça symptomatique parce que c'est effectivement une ignorance largement partagée par les élites qui nous gouvernent. Donc, c'est une première chose. D'autre part, effectivement, c'est extrêmement important symboliquement, mais parce que plus que la question des punitions, ça inscrit une déshumanisation des personnes noires. Et cette déshumanisation, elle est encore avec nous. Donc au-delà, cette abrogation est fortement symbolique, elle est extrêmement importante parce que ça doit l'inscrire. Parce que la question, c'est pas seulement de l'application, que ce soit appliqué ou pas, c'est ce que aussi ce code véhiculé comme message et comme idéologie.
Et cela, je veux dire, son abrogation permettrait d'ouvrir réellement le débat sur une déshumanisation qui existe toujours. En tout cas, ce qu'on voit dans le reportage Françoise Vergès, c'est que sa non-abrogation à ce jour inquiète certaines populations. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Ah, tout à fait, je le comprends tout à fait. Je veux dire, bien sûr, on peut avoir des débats de juristes et d'historiens, mais enfin, les populations concernées aussi, leur sentiment est extrêmement important. Le fait que ce ne soit pas abrogé, que quelque chose qui dise que un être humain soit un bien meuble, même au-delà du fait que ce soit appliqué ou pas, c'est quand même quelque chose qui est inscrit et qui est toujours là, présent. Et donc, il doit avoir une réponse symbolique, un refus de cette affirmation. Corinne, oui. Oui. Corinne Narassiguin, du coup, la démarche, on se dit qu'elle est mémorielle, qu'elle est uniquement symbolique ou elle a quelque chose de politique ? C'est très politique, bien sûr, et y compris. L'acte mémoriel est d'abord un acte politique. Il y a l'histoire, bien sûr, qui dit des choses, mais pour que l'histoire, elle prenne un sens, on choisit aussi ce dont on veut se remémorer, quelle est la manière dont on confronte la réalité de notre histoire et ses conséquences aujourd'hui dans la société, encore jusqu'à présent. Et la réalité est que l'histoire coloniale et esclavagiste de la France, non seulement de la monarchie, mais même de la République. L'histoire coloniale, elle a continué. L'esclavage n'a pas été aboli, a été aboli une première fois, mais l'abolition n'a jamais été appliquée puisqu'on a eu l'Empire juste après. Mais la République elle-même a vécu à un moment donné avec aussi l'esclavage. Et donc tout cela, il faut pouvoir se confronter à ça. Et c'est pour ça que c'est important de passer par ces actes symboliques, parce qu'on a besoin d'avoir cette réconciliation avec ce que devrait être la République. Vous parlez de conséquences jusqu'à aujourd'hui, Corinne Narassiguin. Est-ce que vous voyez un lien entre l'héritage du Code noir et certaines inégalités persistantes dans des territoires ultramarins ? Oui, je crois qu'on garde, tant que justement on ne fait pas face à la réalité de notre histoire, il y a des discriminations et des inégalités qui sont systémiques dans le sens où elles font système, même si effectivement dans le droit, il n'y a plus évidemment, l'égalité est établie en droit. On voit bien que la poursuite de l'égalité réelle, la fin des discriminations, ce sont encore des combats à mener qui ne sont pas terminés. Et l'inconscient historique y est aussi pour quelque chose. Oui. Françoise Vergès, vous parliez tout à l'heure des élites qui découvrent le sujet, mais c'est aussi le grand public qui est souvent dans la méconnaissance. Est-ce que c'est l'occasion d'en parler davantage, dans les programmes scolaires peut-être, ou de développer davantage de politiques mémorielles autour de ce Code noir ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de saisir cette opportunité ? C'est l'occasion, mais vous savez, c'est un travail qui a été commencé il y a des décennies par le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Oui, mais qui est long. Et long, qui est absolument long. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, il y a une ignorance. Même cette année, comme vous le savez, c'est le bicentenaire de la rançon que l'État français impose à la jeune République. Oui. Et ça aussi, c'est peu connu, je veux dire, alors que ça a mis cette jeune République à terre. Je veux dire, ça a été vraiment un choix politique. Donc vous avez tout à fait raison. Je veux dire, le passage d'un geste symbolique, mémoriel, à une éducation vraiment dans toute la société, de montrer quelles sont les conséquences aujourd'hui, comme on le disait, des inégalités constamment, non seulement dans les Outre-mer, mais aussi évidemment en France, et un racisme tout à fait structurel aussi dans les Outre-mer et en France, sont des luttes à mener aujourd'hui, sont des luttes contemporaines, pas du tout des luttes passées. La dette imposée à Haïti, dont nous avons parlé également dans C'est pas si loin, évidemment. Restez avec nous, mesdames, on va poursuivre cet échange. L'histoire ne s'efface jamais. Ce sont les mots de François Hollande en mai 2013, le 10 mai, très exactement, à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Écoutez un extrait du discours de l'ancien président de la République. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament, et que leur répondait Aimé Césaire. Ce qui a été, a été. Et il ajoutait, il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça serait fini? Non, répondit-il, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. On ne la gomme pas.
Elle ne peut pas faire l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Corinne Narassiguin, et maintenant, j'ai envie de dire, imaginons que la loi soit votée sous peu, à court terme. Et ensuite, que faut-il ? Alors, Victorin Lurel a proposé dans sa proposition de loi le fait qu'on mette en place un comité de personnalité qualifiée pour pouvoir avoir ce débat, cette réflexion sur les préjudices subis, parce que je pense qu'il faut aller au bout de cette question de la réparation. Mais la réalité, c'est que c'est aussi très difficile de s'imaginer quelle est la... Est-ce que ça doit être une réparation financière? Quel sens ça aurait? Quel prix on met? Pardonnez-moi, mais ça a été facile, ça a été facile pour les autres d'obtenir réparation, pour les colons d'obtenir réparation. Ah oui, à l'époque, bien sûr, et c'était scandaleux, bien sûr, qu'ils soient compensés pour le fait d'avoir à affranchir des esclaves, oui, bien sûr. Aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que ça veut dire, cette réparation, si elle est d'ordre financier, pour les descendants des esclaves? Et donc, c'est une question qui doit être posée, mais je crois que la réparation, elle doit être aussi... plus tournée vers l'avenir. Et c'est là où je rejoins, quand François Hollande citait Aimé Césaire, je rejoins cet état d'esprit-là aussi, qui est de ne pas uniquement regarder en arrière, mais de regarder, parce que le but de ce travail mémoriel, c'est comment on vit ensemble aujourd'hui et demain. Et donc, comment on répare pour l'avenir. Françoise Vergès, que dire à ceux qui estiment que parler du Code noir, parler d'esclavage revient à diviser, voire culpabiliser la société française? Que leur répondre? Il n'y a aucune culpabilité. Et je voudrais tout un peu corriger parce que Aimé Césaire poursuit en disant que la France est responsable et que la France devrait mener des politiques de coopération et d'égalité, notamment avec les pays qui ont été victimes de la traite. Donc il y a quand même... Césaire pense à des réparations qui sont des politiques publiques. Il ne pense pas du tout à une question que machin doit payer à tel autre. Donc des réparations, il en faut. Des politiques publiques, il en faut. Je veux dire, l'inégalité est absolument énorme dans les Outre-mer par rapport, je veux dire, par rapport à la France, les espérances de vie, le taux de cancer, toutes les maladies, ne parlons pas évidemment du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, ou des problèmes de l'industrie minière en Guyane, ou de la pollution des sols à l'île de la Réunion ou de Léagon, ou des problèmes qui se posent énormément à Mayotte aujourd'hui. Enfin, et on pourrait en faire des listes sans fin, les conséquences des tests nucléaires dans les îles du Pacifique, etc. Donc de toute façon, la question n'est pas le passé, la question c'est le présent, évidemment. C'est absolument le présent. Il y a des taux de chômage absolument scandaleux, donc c'est aujourd'hui qu'il faut réparer. Personne n'a jamais demandé de réparer le passé. De toute façon, le passé, il est passé. Je veux dire, c'est aujourd'hui, dans le présent. Et je le redis, Césaire parlait de politique. Il disait que ce qui était irréparable, c'est que ça s'était passé. Oui. Et que ça à revenir en arrière. C'était irréparable en ce sens. Lui, Césaire, il disait « Je ne suis pas arrivé en Martinique parce que mes ancêtres ont choisi un jour d'aller sur cette île. » Donc ça, c'était irréparable. Il avait été fait noir, comme il disait, enfin, il utilisait le mot « haine », par cette histoire, non pas par choix. Et donc, à partir de là, il assumait cette histoire. Et donc, à partir d'assumer cette histoire, il disait « Oui, il y a des politiques de réparation publique à mener. » Corinne Narassiguin, est-ce qu'on peut imaginer que cette actualité autour du Code noir serve d'une certaine façon de point d'appui pour réfléchir à la façon dont le droit est aussi capable de produire de la violence et pas uniquement de la justice? Est-ce que c'est l'occasion d'une réflexion autour de cela? Alors, on ne vous entend pas, Corinne Narassiguin. Alors, je vais revenir vers vous dans une poignée de secondes. Françoise Vergès, du coup, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer que ça serve de point d'appui à une réflexion profonde sur ce que permet la loi? Oui. On est en 2025 quand même. On est en 2025, on est au XXIe siècle. Je dirais, quand est-ce que finalement l'État français va prendre ses responsabilités? Comment, et chaque fois, il faut reprendre la conversation, il faut reprendre le débat, il faut redemander des experts, les nombres de rapports qui ont été faits sur cette question, le nombre de travaux extrêmement sérieux qui ont été faits sur tout cela. Je veux dire, il y a quand même quelque chose d'une résistance qu'il faut constater. Et de comment on va surmonter cette résistance? Comment ça ne va pas être des moments symboliques? La connaissance est là et maintenant il faut agir en fait, en substance. C'est ce que vous nous dites, Françoise Vergès. Merci infiniment à toutes les deux, mesdames, pour cet échange.